Et je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième édition de votre émission à la mode. Comme chaque semaine, on vous plonge dans l'univers de la mode sous toutes ses coutures. Et pour ce second épisode, on va s'intéresser à l'écomode. Comment être à la mode tout en étant plus éthique? Et avant de répondre à cette question, je suis toujours accompagné de notre journaliste mode, Charlotte Saric. Bonjour Charlotte. Bonjour Théo et ravi d'être de nouveau ici. Merci d'être là. Et on accueille aujourd'hui notre invité du jour, Marc Minard. Bonjour Marc. Bonjour Théo. Marc, vous êtes le cofondateur de l'entreprise Sapar, spécialisée dans la mode circulaire et la revalorisation textile, qu'on va découvrir tout de suite à travers ce reportage. Sapar, c'est une entreprise de revalorisation textile qui part de textiles finis, donc de vêtements finis, qu'on va redéfinir en de nouveaux vêtements, en de nouveaux objets, pour vraiment travailler la matière d'aujourd'hui pour demain. J'ai gradué d'HEC Montréal avec mon degré en finance, donc une financière. Et à un moment donné, avec mon associé, on en a eu marre. On s'est dit, bon, on a quand même, je pense, beaucoup de talent sur plein de volets, la com, la finance, etc. Mais moi, ma passion depuis 7 ans, c'était de coudre, d'apprendre à coudre. Et je suis des cours de soir depuis à peu près, c'est ça, 7-8 ans maintenant. Moi, c'est Emma, je suis revalorisatrice textile chez Sapar. Ça fait 1 an que je suis ici. Quand je récupère les collectes de vêtements, c'est un peu comme le cadeau au pied du sapin. À chaque fois, je vais découvrir plein de vêtements différents. Selon moi, l'étape la plus importante, je dirais que c'est la toute première étape, que ce soit la coupe ou le choix des matières qu'on va mettre sur un vêtement. Et ensuite, tout s'enchaîne et on a un beau vêtement, quoi. La production chez Sapar est un peu particulière parce que nous, on part, contrairement à tout le neuf qui part avec des rouleaux de tissu, nous, on part avec des vêtements finis. On analyse le vêtement, on analyse ses défauts et c'est comme ça qu'on sait quel type d'altération qu'on va pouvoir faire. Et nous, on va collecter ça à domicile chez les gens. Donc, en vélo cargo, on va collecter le textile endormi des particuliers. On le ramène en atelier, on l'analyse, on le trie. En fonction des problématiques du look and feel des vêtements, on va les catégoriser par collection. Donc, il passe en atelier sous les mains de nos couturières. On le revalorise en fonction des problématiques choisies, des altérations choisies plutôt qui répondent aux problématiques. 40% de ce qu'on collecte est trop abîmé, trop démodé, ne peut pas rester un vêtement, devient pour nous un matériau, un tissu. Donc là, pour le coup, on a une matériothèque qui est complètement triée par typologie de matière, par coloris. Et là, ça nous permet de créer des nouveaux produits. Aujourd'hui, le textile, c'est la double peine. On enfouit 50% de ce qui est produit à chaque année. Ce qu'on tente de faire, c'est d'être cette solution qui se rajoute à l'équation qui peut faire toute la différence dans l'incinération, dans le déchet textile en France. Bref, Sapar, c'est l'avenir, quoi. Sapar, c'est l'avenir, Marc. On a vu votre univers avec votre cofondatrice Ariane Renaud-Brulé et on a vu votre manière justement d'aborder la mode. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça vous est venu cette idée de lancer cette marque pour le coup? Oui, mais c'était vraiment pour réduire tous les déchets qu'il y avait vestimentaires. Avec nous, un chiffre qu'on a retenu, et je pense que ça sert à rien. Enfin, il y a plein de chiffres sur le secteur de la mode. Mais le plus important, moi, qui m'a frappé, c'était les 4 millions de tonnes de déchets qui sont enfouis encore chaque année en Europe, enfouis ou jetés. Et ça a vraiment été pour nous le point de départ de se dire, en fait, ces vêtements, ils existent, peu importe les marques d'origine. Ils ont été faits dans des conditions souvent sociales un peu compliquées, au Bangladesh et en Chine. Et là, en plus, on est en train de leur créer un deuxième coût environnemental, parce qu'on estime qu'ils vont disparaître d'ici 200 à 250 ans. Et encore, il n'y a pas d'études avec trop de recul. Si vous avez vu des images du Chili au désert d'Atacama, c'est réel, quoi. Le vêtement, ils sont là, ils sont dans la nature. Et donc nous, on s'était dit, tous les vêtements ont un potentiel, il faut être capable de pouvoir tous les revaloriser, et pas que des stocks dormants de maisons de luxe ou autres. Et donc, c'est à partir de là qu'on a créé et qu'on a lancé l'aventure pour se dire on va créer des processus de revalorisation pour chaque type de vêtements. Ouais. Et donc là, on est sur la collection hiver. Est-ce que vous avez un fonctionnement particulier pour établir vos collections? Comment vous faites? Oui, en gros, on a vraiment passé plus d'1 an avant de lancer le projet à modéliser tous les parcours de revalorisation avec cette approche par collection, pour ne pas être en flux tendu. Donc, si je collecte votre veste lundi, elle ne sera pas sur le site vendredi. On s'est dit, il y a déjà un premier tri à faire par le style et par la création et de se dire, attends, cette veste, elle ira hyper bien au regard des tendances pour l'hiver 2025 et ainsi de suite. Donc ça permet de créer un premier dégrossissement, on va dire, créatif. Et ensuite, pour chaque catégorie de vêtements,
on définit les revalorisations types. Donc, on sait d'avance que les pulls, on va leur faire soit ça, soit ça, soit ça. Les pantalons, ça va être ça, 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 ça. Les chemises, ça, 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 ça. Donc, ça permet d'industrialiser et de travailler par production de collection toutes les 4 semaines. Ouais. Et comme ça, pour le client final, lui, il est remis en contexte avec des vêtements qui sont dans les bonnes tendances, la bonne période, bien présentés. Alors, on est une start-up avec nos moyens, donc on n'est pas encore avec des gros shoots de maison de mode, mais on essaye. Mais voilà, c'est l'idée, c'est vraiment de donner envie et de recréer, redonner un potentiel à tous ces vêtements. Ouais, et justement, Ariane parlait d'incinération des déchets. Là aussi, vous l'avez dit, c'est 4 millions de tonnes en Europe par an. C'est directement lié à la fast fashion, ça aussi. On en parle un peu, cette surconsommation. Est-ce que vous pensez que, aussi grâce à des initiatives comme la vôtre, et il y en a quand même de plus en plus, on va réussir à changer la donne ? C'est sûr que c'est lié à la fast fashion et surtout lié à nous, quoi. Enfin, moi, le premier coupable, c'est nous. On peut dire ce qu'on veut, que le marketing nous a influencés et ainsi de suite. On a tous accepté ça, on a tous laissé faire et on est une génération autour de la table globalement qui a grandi en plus avec un vêtement qui coûtait 5 €. On a tous cru ça. Donc nous, on ne jette pas la pierre forcément à la fast fashion. Ça a été une époque, une mode, un business model, une mondialisation. Là, on en revient. Maintenant, voilà, l'idée, c'est de dire c'est comment on va de l'avant et comment on peut réutiliser cette matière-là pour ça. Donc, moi, ce qui me dérange, par contre, c'est que maintenant qu'on est tous d'accord sur le constat, là, j'avoue, il faudrait que politiquement, il y ait des prises de décision un peu plus fortes pour maintenant quand même limiter la fast fashion. Parce que là, on est tous d'accord pour dire que c'est ça qui a créé le problème. Il faut peut-être contrôler un peu le problème. Mais il y a des exemples. À Bordeaux, un super bel exemple qu'on n'a pas beaucoup dit au niveau national. Monsieur le maire a interdit l'extension de Zara. Rue Sainte-Catherine, dans un bâtiment plus grand. Et c'est pour moi une première prise de position qui peut paraître anecdotique, mais c'est un premier signal fort politique de dire petit à petit. Non, vous avez déjà un bâtiment qui est monstrueux, on ne va pas ajouter une autre surface en plus. Charlotte, là-dessus. Oui, Marc, je me permets de rebondir. On parlait de la fast fashion, donc ce grand déchet. Aujourd'hui, on va voir quelles sont peut-être les méthodes plus éco-concernées, éco-responsables pour faire des meilleurs habillages finalement. Alors c'est vrai qu'on connaît tous la mode à travers les grandes enseignes accessibles que sont Zara, H&M ou Bershka, mais la mode, est-ce vraiment cela ? Aujourd'hui, on associe souvent malheureusement la mode à la fast fashion, car elle peut être à la portée de toutes les bourses ou presque. On connaît tous le terme. Il s'agit d'une mode rapide, des articles jetables, une production à bas coût délocalisée dans des pays asiatiques où le droit du travail n'est pas toujours une très bonne réalité. Avec la fast fashion, on est en plein dans l'hyperconsommation. Depuis le début du siècle, la consommation de mode n'a de cesse d'augmenter. Ainsi, le textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante pour la planète, avec des impacts dévastateurs sur notre environnement. Et alors, Charlotte, comment on fait pour combattre ça ? Eh bien, on fait comme Marc, par exemple. On pense à l'upcycling, qui est une piste de réflexion. Alors, l'upcycling, c'est quoi ? C'est un terme inventé par un architecte allemand. Ils font des choses bien, les architectes allemands, de temps en temps. Et qui permet de donner le sens qu'il y a plus de valeur à l'upcycling qu'au downcycling. C'est un concept cependant qui remonte plus loin, à la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre notamment, où pendant que les vêtements étaient rationnés, on a su quand même recréer pour les populations qui manquaient de ressources. Mais aujourd'hui, au-delà du côté économique, ce sont les préoccupations écologiques qui font avoir le vent en poupe à l'upcycling. En somme, il s'inscrit dans une tendance éthique en faveur de la durabilité et de la réduction des déchets. C'est revaloriser les matériaux voués à être jetés en leur ajoutant de la valeur. Et ce qui est tout à fait formidable, c'est que l'on trouve des vêtements upcyclés de plus en plus facilement. Bon nombre de marques, de boutiques, de friperies les mettent en vitrine. Alors, comme disait ma grand-mère, Théo, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Je vous propose que ce soit avec les vieux pulls qu'on fasse des bons gestes. Eh ben parfait, on va faire ça avec nos vieux pulls. Marc, pour le coup, après avoir entendu tout ça, il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus exactement, il y avait le Black Friday, le fameux, j'ai envie de dire, l'archétype de la surconsommation. On en fait quoi de ça ? Pareil, on essaie de prendre des décisions politiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on arrête ? Mais il ne faut pas arrêter, mais là, il y a eu un beau mouvement cette année. Alors, nous, on y a participé par coïncidence, mais il n'y a jamais de... Quand on croit avoir une idée, c'est qu'elle est dans l'air du temps. On est plusieurs à avoir fait le cas où on a comparé les réductions d'économie, on est plusieurs à avoir communiqué en disant nous, on fait des réductions de moins 70 à moins 80%, mais en fait, on parlait tous des réductions de CO2 à travers nos modèles, donc que ce soit dans la mode éco-responsable, dans les vélos produits en Europe aussi, et ainsi de suite. Il y a plusieurs entreprises qui l'ont fait. Et je pense que c'est des bonnes initiatives. Ça permettait de jouer sur les codes du Black Friday, d'attraper le consommateur comme ça. Nous, plusieurs personnes nous ont écrit en disant « Attendez, mais vous faites le Black Friday ?» Et on leur a dit « Regardez la vidéo jusqu'au bout, parce que vous n'avez pas compris
la démarche. Mais oui, je pense que niveau politique, par contre, sur le Black Friday, il faut encadrer. Après, il y a une réalité économique. On a besoin de réduction et de grosses périodes fortes de réduction pour des personnes qui n'ont pas les moyens et qui attendent ces moments-là pour pouvoir consommer. Puisque sur la mode éco-responsable, il y a une réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas accessible à tous. Donc, nous, avec Sapar, on a essayé de créer une solution qui est à mi-chemin entre de l'éco-responsabilité et de l'upcycling, avec un retravail de vêtements, mais on ne va pas recréer de nouveaux vêtements, parce que ça amène des prix beaucoup plus élevés, parce qu'on voulait justement travailler des prix en se disant il faut qu'il y ait une certaine accessibilité pour les gens. Et surtout, on va voir où est-ce qu'on peut vous retrouver, parce que justement, à l'image de votre marque de Sapar, il y a d'autres créateurs engagés qui s'inscrivent dans ce mouvement positif, cette dynamique d'éco-responsabilité, grâce notamment à des boutiques qui les mettent en avant. Et j'ai envie de vous parler de l'Armoire Poétique, une boutique dans le centre de Bordeaux, qui met en valeur une trentaine de marques et de créateurs engagés. On va retrouver tout de suite Angélique, qui est en compagnie de Karine, la gérante de la boutique. Bonjour Angélique. Bonjour Théo et bien sûr bonjour à tout le monde sur le plateau. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette seconde émission dans une très jolie boutique en plein centre-ville de Bordeaux, de marque éthique, éco-responsable, et j'accueille Karine qui est la créatrice de cette boutique. Bonjour. Bonjour. Alors on en parle un petit peu, plein de marques, collections féminines, masculines. Oui, tout à fait. On a une trentaine de marques et l'idée, c'est de pouvoir s'habiller des pieds à la tête chez nous. Voilà, donc on a aussi des accessoires, des sous-vêtements, des baskets. On va visiter. Donc on va parler de jeans avec Mud Jean et la fameuse armoire, justement. Oui, tout à fait. Donc il me paraissait important d'avoir une marque de jeans puisque le jean est à la fois l'emblème de la fast fashion et c'est aussi un indispensable du vestiaire. Donc c'est important d'avoir des jeans de qualité et fabriqués dans des conditions décentes. D'ailleurs, on verra à la fin une carte assez parlante sur le parcours du jean classique. Donc, les accessoires, on en a parlé. Et ensuite, on arrive aussi, alors parmi les marques phares, il y a Sapar, qui est l'invité du jour. Nous avons les chaussures Ngo. Oui, tout à fait. Et on a également une marque qui fabrique des vêtements en Inde avec donc c'est des couturiers et des couturières. On va montrer. Tout à fait. Donc, il y a ce petit haut, par exemple, qui est fait avec des saris recyclés, réversibles. Et sur chaque vêtement fait par cette marque, vous avez une photo de la personne qui a fait le vêtement, ce qui permet une traçabilité directe et un attachement envers le vêtement, puisqu'on sait que ça a été fait par des gens qui vivent de ça et qui vivent dans des conditions quand même assez difficiles au départ. Donc, ça leur permet d'en vivre. Hyper joli, j'adore. Et puis, on va finir dans ce petit espace tout à fait charmant où on voit cette fameuse carte d'ailleurs effectivement du parcours du jean, et quand vous viendrez dans la boutique, Karine vous expliquera tout ça. Et je crois que tu organises également des ateliers. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser aux enjeux de l'industrie textile. Donc, on organise soit des rencontres avec les marques ou avec des associations comme Oxfam ou Artisans du Monde ou Zero Waste. Plein de choses, un véritable programme fantastique. Donc, merci beaucoup, Karine, pour ce petit moment d'échange. Et bien évidemment, voilà, c'est terminé pour cette émission, Théo. Donc, j'espère que nous nous retrouverons très bientôt, la semaine prochaine, pour un second inédit. Merci Angélique, merci beaucoup. Effectivement, on va se retrouver la semaine prochaine avec grand plaisir. Charlotte, je crois que vous aviez quelques questions pour Marc. Oui, avant toute chose, Marc, la genèse, comment est née la collaboration avec Karine ? On cherchait des boutiques pour faire découvrir nos vêtements. Et dans Bordeaux, il n'y a pas de boutiques réellement mode éco-responsable, il n'y en avait pas tant que ça. Et par hasard, nous, on est passé dans ce quartier-là, on l'a découvert. Et je suis ensuite allé la voir pour échanger avec elle. Et voilà, je pensais que ça allait durer 10 minutes, on a parlé 4 heures. Donc c'était super intéressant et c'est comme ça qu'on a décidé de mettre les vêtements pour essayer. Et est-ce que la vente dans des points de vente physiques, c'est le futur aussi pour essayer de minorer l'empreinte carbone des commandes et des livraisons ? Alors, c'est le oui, d'un point de vue écologique, on va dire oui. Après, d'un point de vue économique, c'est plus compliqué. Donc, pour moi, ça va être des modèles hybrides. L'étape 1, déjà, ce serait au moins qu'on fasse tous à l'échelle de la France. C'est déjà un impact vraiment réduit par rapport à des vêtements qui viennent de partout. Donc, nous, c'est un peu notre philosophie, c'est de dire, bon, déjà, on fait tout dans la France, donc c'est déjà bien. Mais on va devoir avoir un modèle hybride, parce que c'est important de faire toucher les produits et que les gens puissent les voir. Mais vous refusez à vendre vos produits en dehors des frontières françaises ? Actuellement, on ne le fait pas. Nous, on a un modèle qui est duplicable. L'idée, c'est que si Sapar fonctionne en France, on crée Sapar, par exemple, pour la zone du Benelux. Et donc là, on dupliquerait. Moi, je pense que la mondialisation telle qu'elle existe, elle va
économiquement, en tout cas, elle n'est plus forcément viable avec l'environnement. En revanche, on va avoir des modèles duplicables avec l'idée de dire j'ai créé ça à l'échelle de la France, je vais faire exactement la même chose sur une autre zone qui me permet de desservir avec un impact réduit, un autre marché et ainsi de suite. Très bien, et faire tous les continents. Ouais. Faire des taches d'huile qui se propagent, quoi, avec un Si même modèle. Ça part bien en France, ça part bien à Ça part l'étranger partout, après. exactement. Pardon, fallait que je la fasse. Petite pub et on se retrouve juste après. Ça va? En fait, je suis très honnête, toi. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, c'est que là, je... Enfin, ouais, d'accord. Ouais, ok. Ouais, d'accord. T'as pas chaud, toi? Si, je commence à avoir chaud, là. Ouais. On est bien de retour sur le plateau de l'émission À la mode, toujours en compagnie de Charlotte, notre experte mode, ainsi que notre invité du jour, Marc Minard, de l'entreprise qu'il a cofondée, Sapar. Merci d'être encore avec nous. On l'a dit, cette émission s'intéresse à la mode éco-responsable. Et à ce propos, je crois qu'Alizon a quelque chose à nous dire. En effet, elle vous a épaté la semaine dernière lors de sa première chronique. Elle revient aujourd'hui avec un nouveau sujet. Je vous demande d'accueillir Alizon. Waouh. Bonjour Alizon. Bonjour à tous, bonjour Théo, excusez-moi. Je suis actuellement en live en fait avec mes 600 000 abonnés. J'étais en train de leur faire un petit haul, comme on dit, de mes derniers achats sur Shein. Ah oui. Ouais. Oui, parce que moi je me permets de vous dire, Marc, que c'est un petit peu grâce à moi que vous pouvez faire vos créations finalement. Parce que avant la seconde main, il y a... La première. La première main, merci, vous que suivez heureusement Théo, la première main. Et moi, je suis une grosse consommatrice de première main, j'adore ça. Et grâce à la fast fashion, je fais au plus vite pour vous fournir un maximum de matières premières. Et oui, vraiment, moi, c'est ce que j'adore. Et ça gratte un petit peu, en revanche, c'est vrai, c'est les produits chimiques. Mais j'adore ça, ça ne me dérange pas parce que ça fait comme l'acide hyaluronique. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ça fait un petit peu réagir la peau, ça la fait gonfler. Donc moi, je n'ai plus besoin d'aller à Dubaï voir mon chirurgien parce que je ne suis pas à 3 000 € près, mais quand même 4 allers-retours par mois, c'est un petit peu fatigant à la longue. Voilà. Et figurez-vous également que moi, j'ai fait ma petite journaliste, comme vous, Charlotte, et je me suis renseignée. Et bien sûr, Shein, il y a maintenant, depuis octobre, vous avez dû en entendre parler, évidemment, une plateforme d'échange, Shein Exchange, pour échanger nos achats sur Shein, et ça, c'est formidable. Alors, par exemple, j'étais assise dessus, n'importe quoi. Vous avez vu la commu, je vous ai montré ce petit haut hier. Je l'ai acheté 50 centimes. Je l'ai porté une fois, après il a fait son temps. Je m'en suis un peu lassée, j'avoue. Il y a un petit trou en plus, bon. Voilà. Je peux le revendre grâce à Shein Exchange. Et je pense que je vais vous le faire à 40 centimes la commu. À moins que... Je pense que ça vous irait bien autant, Théo, en fait. Je vais peut-être le prendre. Avec un petit trench et tout, ça serait super. Ça peut le faire dans le bon sens. On valide? Charlotte, on valide? Sous le trench. Sous le trench. Je le mettrai sous le trench. Merci. Faut pas le cacher non plus. Ouais, bon, si, peut-être. Merci, Alizon. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et pour faire suite à cette chronique, on s'est rendu à Supmode de Bordeaux. On a rencontré les deuxièmes années lors d'un workshop sur le trench upcyclé et la silhouette maille. Ils ont eu un défi, 10 jours, pour créer un trench et la silhouette uniquement en matière de seconde main. Reportage. On a vu en cours, et beaucoup de gens le savent, la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde. Donc ça, en tant qu'étudiante en mode, forcément, j'en suis consciente. La fast fashion, c'est un vrai problème aujourd'hui parce que ça va avec tout ce qui est pollution. On en a marre de jeter, de surconsommer. On apprend aux étudiants de penser au début et à la fin du produit, à sa fin de vie. Aujourd'hui, le vêtement ne meurt plus, en fait. Après, il est recyclé, il est transformé ou il est vendu. On est sur un projet autour de l'upcycling. On doit réaliser une silhouette qui comprend un trench ainsi qu'une silhouette maille. On est obligé d'utiliser que des matières de seconde main. On fait toute une recherche d'inspiration, on crée nos silhouettes. Ensuite, on va faire tous les patrons
Puis ensuite, on va commencer un montage du vêtement. On a 2 semaines pour faire ça. Du coup. Donc je vais prendre une veste en jean, cette veste en jean, voilà. Et à partir de ça, ça va être ma base et je vais la décliner, je vais faire tout un tas de patchwork. Ça fait beaucoup réfléchir sur plus tard, si on veut lancer notre marque ou quoi, de trouver peut-être des alternatives à que du neuf, sachant qu'il y a déjà beaucoup de choses déjà utilisables. Je trouve qu'on tend plus sur une nouvelle ère de recyclage, de upcycling. Beaucoup de gens réutilisent des vieux vêtements, vont en friperie. Et c'est l'avenir de toute façon, donc autant se diriger maintenant dessus et aller vers une nouvelle ère. C'est eux qui sont les acteurs de demain. C'est eux qui vont nous apporter notre nouvelle mode, en fait, éco-responsable. Et merci aux étudiants Supmod et à toute l'équipe qui allait les voir. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur le plateau, c'est ça, ils sont là, tout ce qu'ils ont réalisé. Tous les mannequins qui sont là, c'est ce qu'ils ont réalisé, donc bravo à vous. Marc, vous en pensez quoi de ce rapport à la transmission avec les nouvelles générations et ces jeunes qui, eux aussi, s'engagent? C'est essentiel. Je trouve ça vraiment intéressant qu'ils aient des exercices là-dessus et qu'ils adaptent dès maintenant leur façon de faire. Parce que je pense en effet que dans plusieurs années, il faudra savoir travailler avec la matière existante. Donc je trouve ça vraiment bien que dès maintenant, il y ait des cours dédiés à ça. Parce que c'est vraiment une approche différente de partir d'un vêtement fini pour aller créer quelque chose de nouveau. Donc c'est bien de l'apprendre dès maintenant. Et est-ce que vous avez déjà travaillé avec des étudiants sur ce que vous créez? Alors Supmod, nous, Emma, qui est notre première employée, elle vient de Supmod, elle est arrivée en stage chez nous. Et elle est embauchée aujourd'hui, donc on l'a vu dans le reportage. C'est un peu la belle histoire, moi, je trouve, parce que typiquement, Emma, elle a montré une vraie capacité créative à s'adapter à cette contrainte. Et chaque jour, elle nous surprend au quotidien. Enfin, moi, je trouve que c'est la vraie magie réellement qui se passe quand on est capable de partir d'un vêtement qu'on n'a pas choisi et de l'amener complètement ailleurs. Ouais. C'est étonnant, je trouve, parce qu'on parlait justement avec Alison de Shein, je ne sais pas exactement comment on dit, mais je trouve cet équilibre qui n'est pas très bon entre des jeunes justement qui vont consommer cette fast fashion et en même temps d'autres qui s'engagent. Comment on peut faire pour faire en sorte que tous y s'engagent? C'est une question de prix. Il y a vraiment une question de prix pour moi qui est évidente. Ça va passer par de la réglementation. En France, on a une loi, la loi AGEC, et il faut le dire parce qu'on est très bon en France pour critiquer, mais quand on fait les choses positives, il faut le dire. C'est une des lois qui est historique, je pense, au niveau mondial, qui va être copiée dans d'autres pays, qui a posé des premières règles sur le fait d'arrêter. On n'a plus le droit d'enfouir les déchets, de jeter les vêtements, de les brûler, et ainsi de suite. Il faut aller encore plus loin. Là, on parle d'une TVA circulaire pour aider à réduire les prix de la mode éco-responsable pour que ça devienne plus accessible. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à un étudiant de 18 ans d'aller acheter des vêtements chez H&M ou autre parce qu'il n'a pas le budget pour se payer une chemise à 120 €. Donc il va falloir adapter ça et donc soit amener des contraintes à ces marques-là, soit réduire les contraintes pour les autres pour qu'on essaie sur des prix d'avoir des prix rationnels. Ouais, exactement. J'ai l'impression que ça bouge bien. Merci Marc, merci beaucoup pour votre présence. Je le rappelle, on peut vous retrouver sur votre e-shop, évidemment, sapart.eco. Eco, très bien, j'allais sur le FR, mais Eco. Et dans plusieurs boutiques, et donc notamment dans l'Armoire Poétique, comme on l'a présenté tout à l'heure. Merci Charlotte aussi. On va se quitter en musique avec Squad Surf Club, un groupe de jeunes talents bordelais. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur une émission sur la mode. Évidemment, cette fois-ci, la mode dans le sport. Alors je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.